Chers amis, donc je vais répondre à la commande sur les situations sanitaires exceptionnelles, notre place en qualité de CESU, et vous présenter les travaux actuels auxquels l'ANCESU a été largement associé grâce à au docteur Jean-Marc Philippe, et je dirais aussi au docteur Philippe Cano, qui est le représentant du ministère de la Santé au Centre national civilo-militaire d'Aix. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je pourrais dire simplement que j'ai un certain intérêt pour le sujet, mais qui me cause beaucoup de conflits cognitifs. Donc, c'est une diapositive prêtée par Jean-Marc Philippe. Et donc, je vais faire référence à un premier travail qui a été fait lors d'un séminaire à l'EHSP, qui avait donc hébergé ces travaux. Un séminaire qui voulait être le référentiel pour la formation des formateurs SSE et des référents SSE. Et nous avons eu donc une actualisation des connaissances par nos collègues du service de santé des armées. Et à l'issue de ce séminaire, finalement, les participants étaient assez déçus parce que nous n'avions pas trouvé véritablement de clés pour la diffusion et les applications pédagogiques, et nous n'avions pas pris de temps pour travailler sur un conducteur pédagogique, puisqu'on va voir que toutes les formations se font au niveau de l'établissement zonal et au niveau de la zone de défense, avant d'être démultipliées par les différents CESU. Donc, un simple rappel sur nos formations AFGSU, AFGSU1, AFGSU2, et puis cette attestation qu'on nomme souvent AFGSU3, mais qui est une attestation spécialisée, qui pour l'instant est dédiée au risque NRBC, mais on va voir que ça va vraisemblablement évoluer. L'élément intéressant, c'est que ces attestations font l'objet d'une réactualisation. Que vous connaissez en ce qui concerne l'AFGSU1 et l'AFGSU2. Je voudrais insister sur l'AFGSU spécialisée, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Il y a donc une demi-journée de formation avec ce recyclage tous les 4 ans, mais aussi, en fait, pour rendre valide cette formation, l'obligation de participer à un entraînement annuel pour tous ceux qui sont titulaires du module 2 et, a fortiori, du module 3. Donc, ce premier séminaire a été suivi de groupes de travail qui ont été organisés à Aix, et l'ANCESU a participé. Il y avait un membre de l'ANCESU dans chacun des ateliers. Et donc, nous avons présenté, à titre de document martyr, le conducteur de formation des référents et des formateurs SSE, qui figure sur un site dans la région PACA, qui va figurer très prochainement sur le site de l'ANCESU, parce qu'il est maintenant en cours de validation finale, et il a été enrichi lors de ces travaux faits à Aix. Bien évidemment, on n'a fait que suivre la note technique de l'époque, qui est la note technique de cadrage 2014 sur la formation des professionnels de santé au SSE. Alors, un simple rappel sur la façon dont s'organise cette formation des référents des établissements de santé et des formateurs SSE. Dans ce texte, il est évoqué un prérequis qui doit se faire sous forme d'une sorte d'e-learning, et une formation présentielle d'un jour qui est un module commun pour à la fois les référents et les formateurs GSU. Les référents auront pour tâche de préparer les plans blancs et leurs annexes NRBC, de faire réfléchir au sein d'un groupe de pilotage et de travail. Les formateurs GSU de plutôt faire apprendre avec des notions pédagogiques plus affirmées, puisqu'ils auront pour tâche d'enseigner le module 1, le module 2 et le module 3 que vous connaissez. Ce module commun
il est prévu donc une journée pour le réaliser et ensuite donc les deux branches se séparent pour une journée chacun, une journée dédiée aux référents, une journée dédiée aux formateurs GSU, en sachant qu'on peut être à la fois formateur GSU et référent dans un même établissement. Comment sont habilités les formateurs des formateurs? Eh bien, ils sont habilités par les ESR, donc et le SAMU zonal. Alors, en ce qui concerne l'e-learning, personne n'est encore prêt. On a simplement travaillé en amont et ce sont des pistes de réflexion qui sont données. Parce qu'en fait, dans cet e-learning, on va trouver énormément donc, de textes. Évidemment, si on donne ces textes sans explication et surtout sans chronologie à des futurs participants, il y a de quoi se noyer. Donc l'idée est de faciliter le parcours de lecture de ces bases réglementaires en sachant qu'il y a à la fois donc, des éléments de doctrine, des instructions récentes qui concernent les établissements de santé et évidemment tout ceci en interaction et en lien avec nos plans sanitaires territoriaux, c'est-à-dire essentiellement le dispositif ORSAN. Évidemment, ceci se situe dans le cadre des missions de l'ESR. Et pour faciliter notre travail et que chacun parle finalement le même langage et qu'on harmonise tout ce qui a été d'ailleurs écrit dans les différents textes et qu'on soit en lien avec l'actualité scientifique, qui a quand même une bonne part aussi empirique dans certains cas, eh bien, un certain nombre de notes techniques actualisées. Et nous sommes aussi associés à la relecture de ces notes techniques. L'idée de ce prérequis, de cet e-learning, de ces textes, est évidemment que les référents puissent utiliser donc les messages essentiels et donc formater et construire le plan blanc des établissements ou le plan bleu des établissements médico-sociaux, puisqu'il y a aussi des référents qui sont dans les établissements médico-sociaux. Un fait qui va être inscrit donc dans les textes, qui n'était pas tout à fait clair dans la note de cadrage, mais tous les candidats formateurs, référents ou formateurs SSE ont évidemment déjà eu une formation SSE et donc sont titulaires de cet AFGSU spécialisé. Alors ça, c'est l'aspect réglementaire de l'e-learning, mais à côté de ça, il y aura donc certaines analyses de situation ou de rétextes intéressants à partager préalablement donc à ces journées plénières. Et puis des éléments plus scientifiques donc sur la nature des agents, des intoxications, des infections, quand est-ce qu'on parle de contamination, quand est-ce qu'on parle de contagion, les moyens de détection qui sont mis à notre disposition, les médicaments spécifiques, en particulier les antidotes, sans oublier donc la chaîne de déstockage, de maintenance, les différentes catégories donc des équipements de protection qui évoluent aussi, les principes d'habillage et déshabillage, encore une fois en sachant qu'ils savent déjà s'habiller et se déshabiller avant d'arriver aux formations, et puis des éléments qui vont leur servir à construire donc le parcours d'accueil dans les différents hôpitaux s'il s'agit donc de patients ou de victimes potentiellement contaminés. Donc ça, c'est un sujet qui est ouvert et donc il y a de multiples techniques d'e-learning, de quiz et de choses qui peuvent rendre donc tout ce prérequis, quand même très imposant, un peu plus ludique et surtout efficient. En ce qui concerne le module commun, j'ai simplement sélectionné donc un certain nombre de compétences qui sont visées et qui, là encore, vont reprendre ce que les futurs référents et formateurs auront déjà vu dans ce prérequis, mais simplement en une journée, eh bien, ils vont aller plus en profondeur sur les stratégies organisationnelles des différents établissements, la protection collective de l'établissement, les protections individuelles, et avec aussi un aspect donc d'analyse des besoins de formation. Et on sait très bien que dans nos formations, si on n'a pas un aval de la direction et une implication de la direction pour savoir combien il faut de personnel et quelle est leur fonction pour protéger, par exemple, un établissement, eh bien, on peut former sans efficience derrière. Dans cette journée, sur le plan pédagogique, eh bien, c'est essentiellement de savoir animer des groupes de travail
de faire donc des synthèses avec des groupes de pilotage. C'est un peu l'élément pédagogique que l'on souhaite inculquer lors de cette journée. Alors, les référents vont ensuite prendre une journée séparée qu'on appelle préparation des établissements de santé ou SSE. On va reprendre donc les mêmes thèmes, mais ils vont avoir de façon plus précise donc une vue sur leur mission, qui seront aussi de diffuser le plan blanc à l'intérieur de l'établissement et dans le cadre des formations d'organiser des exercices. Et bien sûr, ceci se fera aussi en lien avec les formateurs SSE. Donc là, ce sera de façon plus contextuelle des études de cas et des techniques pédagogiques actives vis-à-vis donc des futurs participants. En ce qui concerne la journée plénière qui, elle, est dédiée aux formateurs SSE, qui sont, je le répète, déjà titulaires de la FGSU spécialisée, il faut savoir que dans le public ciblé par les textes, ce ne sont pas forcément des formateurs GSU. Ce peut être donc des agents divers qui sont simplement impliqués dans ces problématiques. Ce qui veut dire que l'enjeu lors de cette journée n'est pas de donner des éléments techniques qu'ils auront déjà eus par la première formation ou par le prérequis, mais surtout de donner des pistes pédagogiques à ceux qui n'auraient pas fait une filière plus purement pédagogique au départ. Et donc, c'est tout l'enjeu d'essayer donc de faire ces formations SSE en ayant donc un certain nombre de techniques pédagogiques, de les varier et de faire en sorte que les apprenants puissent s'approprier les notions quand même très riches qui sont données lors de ces formations SSE et surtout lors de ce premier module dont le contenu est assez, on peut dire, exceptionnel. Donc ce sont des techniques de questionnement, ce sont des techniques de pédagogie de découverte, surtout pour dans tout ce qui est l'habillage, mais aussi des techniques de pédagogie miroir, démonstrative, des jeux de rôle, donc qui seront présentés. Donc c'est le versant pédagogique qui va être prioritaire, évidemment, sur des sujets qui évidemment concernent donc le contenu de ces formations. Alors sur le plan des principes pédagogiques, ce n'était pas le propos que je devais développer, mais le professeur Dieudonné Leclerc m'a beaucoup aidé ce matin, parce que je dirais qu'on est beaucoup dans la partie droite avec toutes les techniques et que tout l'enjeu, c'est de se poser la question sur cette partie gauche, parce que l'enjeu de toutes ces formations qu'on fait avec des simulations, qu'on fait au mieux de façon contextualisée, c'est effectivement est-ce que les personnels vont oser agir donc le moment venu. Le conducteur aussi qui nous a été demandé donc traite de la formation de la FGSU spécialisée. Je donnerai simplement un exemple donc sur le module 1. Si on veut motiver donc les apprenants, il faut qu'on leur donne des éléments de confiance, qu'ils sentent qu'il y a du sens donc de tout ce qui est apporté et qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes, protéger leurs proches. Et donc, il y a différentes manières de le concevoir et ces façons de concevoir ce module seront totalement appropriées donc au public qui sera enseigné. Même si le contenu est extrêmement important, il y a peut-être une manière de suivre ce qui peut être les questions que se posent donc les participants, de telle manière à les solliciter à chaque étape. Différence par rapport au texte actuel, puisque ce sont ces formations spécialisées SSE rentrent dans le cadre du DPC. Si on veut que ce premier module rentre dans le cadre du DPC, les nouveaux textes le feront passer à 3h30 et non à 3h, ce qui est prévu donc actuellement. Et à côté, donc, il y a toutes sortes de moyens pédagogiques, que ce soit des accroches pédagogiques, de penser aussi aux représentations des différents publics, d'utiliser des événements réels, des événements aussi qui sont à proximité de leurs établissements. Et donc, on espère que le conducteur peut donner des pistes sans être un carcan et un diktat.
Et on peut utiliser différents outils. Évidemment, on évitera le diaporama de 100 diapositives, mais on peut utiliser beaucoup d'éléments de telle manière à casser le rythme et à sélectionner finalement les messages qui sont importants pour le public que l'on a, puisque c'est un public qui va être impliqué dans le plan blanc, mais chacun aura un rôle différent. Et donc, ça peut être intéressant de terminer par une sorte d'exercice cadre ou une visite des lieux où sont présentés donc tous les matériels. On a un certain nombre d'aides, alors aussi bien des aides pour nous, parce qu'en opération, on sera content peut-être un jour d'avoir des tenues moins contraignantes qui puissent nous permettre d'avoir une meilleure vision, une meilleure audition et moins de contraintes physiologiques. Donc tout ceci est en cours. On a aussi donc imaginé, et chacun imagine, des flyers de telle manière à pouvoir guider facilement, sans les toucher, une population. Encore faut-il le tester et tenir compte des cultures, des représentations, des différentes langues ou autres, puisque un fait qu'on avait un petit peu oublié, c'est l'importance dans toutes nos techniques, dans nos prises en charge, de la décontamination d'urgence. Elle porte vraiment le nom d'urgence puisqu'elle permet de diminuer la dose de toxique sur la personne tout de suite et donc de diminuer la gravité de l'intoxication. Donc elle est à faire de façon immédiate. Donc c'est à nous de tester comment est-ce qu'on peut le faire au mieux, et on peut imaginer donc des packages avec des kits tout préparés. Lors de la journée des enseignants CESU à Créteil, nous avions pu constater que nombre d'entre vous ont des outils aussi pour expliquer des plans de secours ou les imager. Et donc tout ceci va être mis en commun de telle manière à pouvoir donc avoir les meilleures stratégies possibles. Alors, en même temps, je ne voudrais pas, c'est une formule très connue de notre président, mais il y a beaucoup donc de travaux qui sont faits et de réflexions sur finalement le contenu scientifique, et sous l'égide donc du ministère de la Santé. Comme je ne trouvais pas tout de suite le logo, j'ai trouvé cette très belle photo de notre ministre. Et donc, avec Jean-Marc Philippe, donc, qui est conseiller DGS, et avec Philippe Cano, qui est le représentant santé donc, au Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement, donc, qui est donc interministériel, avec ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur, on peut arriver rapidement donc, à une cohérence et une entente donc, sur les éléments essentiels. Mais en même temps, il y a des commissions qui travaillent au sein de l'Agence de santé publique sur vraisemblablement des thèmes qui ressemblent. À un moment donné, on va essayer de faire jonction de telle manière à ce qu'il n'y ait pas des documents qui soient redondants sur le plan du travail fait ou voire avec des différences. Et SAMU de France, aussi bien que la Société française de médecine d'urgence, travaillent aussi sur des textes qui auront leur importance, par exemple sur les tueries de masse. Et notre rôle est évidemment donc de donner cet apport pédagogique, mais le fait nouveau est qu'on est intégré aussi à cette réflexion sur le contenu, sur la doctrine et à tous les niveaux. Et vraiment encore, je crois qu'il faut remercier très chaleureusement Jean-Marc Philippe et Philippe Cano de ce fait, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est pédagogique d'une maîtrise du contenu. Ce qui veut dire que même si notre rôle, c'est de protéger l'établissement, de protéger nos professionnels de santé, etc., il faut avoir une vue globale de ce qui se passe donc, et du cadrage opérationnel. Et avec les derniers événements, et surtout si on parle de NRBC et si on parle donc d'attaques chimiques ou autres, évidemment, les éléments donc de partage d'informations, de communication, et on refait des formations en TARES de façon intense dans nos services, donc sont un préalable. Les éléments de sécurité, puisque aussi tous les établissements vont avoir leur plan de sécurité de la même manière que le plan de continuité d'activité. Et c'est à ces conditions-là, lorsqu'on peut donc protéger donc les intervenants, que l'on peut donc prodiguer les soins, et les soins aussi bien somatiques que psychologiques. Dans les dispositifs, une chose donc à dire, nous sommes plutôt donc
pour l'instant dans cette formation SSE spécialisée en lien donc avec le dispositif Orsan NRC, mais évidemment on ne peut pas occulter l'Orsan Amavi qui est en lien avec le Orsec Novi. Et puis vous allez voir que différents modules vont être consacrés plus précisément à des événements biologiques, voire médico-psychologiques, mais on le verra donc en fin de présentation. Alors, un certain nombre de notes techniques sont en cours de finalisation. On a une conférence téléphonique avec les membres de l'ANSISU qui ont été impliqués dans ces travaux. Donc, la semaine prochaine, une fiche technique sur justement cette décontamination d'urgence, une fiche technique sur la décontamination approfondie. On a beaucoup insisté au départ sur la décontamination approfondie, sur les unités mobiles de décontamination. Mais il faut savoir que, à part les neurotoxiques et les vésicants, et peut-être les 2 premières heures d'incertitude, il n'y a pas d'indication de décontamination approfondie pour un certain nombre de toxiques. La décontamination d'urgence, par contre, ce sera un dénominateur commun à faire immédiatement, tandis que la décontamination approfondie est là surtout pour protéger les structures et d'un transfert de contamination. Donc, un petit délai est acceptable. Les fiches techniques, ce sont aussi donc des éléments d'orientation organisationnelle pour l'installation des unités de décontamination hospitalière. La tendance est d'inciter les établissements à avoir des dispositifs fixes, en tout cas plus rapidement, donc plus faciles à installer. Et puis, il y aura aussi, et ça va être aussi l'objet de la réécriture du guide plan blanc, une façon aussi de s'auto-évaluer pour savoir si toutes les cases ont été cochées. Et une fiche technique aussi sur les équipements de protection individuelle, bien qu'il n'y ait pas un très grand choix, il y a quand même des éléments à connaître et puis peut-être harmoniser ce qui est technique d'habillage, déshabillage ou autre. Alors, sur un plan général, ces fiches techniques que j'ai déjà désignées vont être intégrées dans le guide plan blanc qui normalement devrait sortir début 2018. Ce dont je vous ai parlé dans la formation des formateurs référents SSE, ça se situe donc avec les conseillers techniques zonaux, en lien avec le CESU zonal et les réseaux de CESU. Et donc là, on est dans cette filière de formation à la FGSU spécialisée qui ne concerne évidemment que la formation continue. Et à côté de ça, eh bien, on continue à former donc nos professionnels sur des AFGSU1 et des AFGSU2. Alors, se pose le problème de savoir, et on va y venir tout à l'heure, sur la façon donc de passer finalement de ce module urgence collective des GSU2 à ce module 1 SSE, de telle manière à harmoniser les contenus et que ceux qui font la formation du module urgence collective lors de la formation des enseignants CESU, eh bien finalement aient une maîtrise de ce contenu et vice-versa. Un élément aussi que Jean-Marc Philippe m'a autorisé à donner, c'est, vous savez, il y a certains niveaux capacitaires qui ont été désignés pour les établissements. Alors, plutôt que de parler de niveaux, ce sera effectivement les effets à obtenir en lien avec ces éléments capacitaires. Donc, on retrouve quand même essentiellement donc un niveau 1 de base, mais qui quand même intègre donc cette décontamination d'urgence. Ensuite, le niveau donc des établissements qui ont un service d'accueil des urgences et qui auront des capacités de décontamination approfondies. Et puis, dans ce niveau, un niveau particulier, je parle de niveau, j'aurais pu parler de niveau, mais des capacités dites de décontamination renforcées pour certains établissements qui pourraient ou projeter des unités ou venir en renfort. C'est un peu ce qui se dessine dans les textes à venir.
Alors là, je vous parlais un peu de la façon dont les titulaires des gestes de soins d'urgence niveau 2, comment la formation des formateurs GSU devait se faire en lien avec ces formations SSE. Alors hier soir, nous avions une soirée un peu conviviale et j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu ma diapositive, ce qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Donc je vais vous résumer, d'accord? Donc, si nous voulons faire une formation et enseigner et voilà, arriver à des enseignants CESU, nous aurons un module d'urgence collective. Et donc, eh bien, il faudra que les formateurs se recyclent alors un petit quiz, une validation des connaissances, de telle manière à être complètement en lien avec ce qui est décliné dans les formations SSE, c'est-à-dire essentiellement donc le module 1. Ce qui était déjà précisé dans les textes, puisqu'on parlait déjà de hors 100 ou autre. Mais on va simplement harmoniser le libellé. Si quelqu'un, un agent ou quelqu'un qui est titulaire du GSU2 veut être formateur SSE, il peut, hein, puisqu'il n'a pas besoin d'être formateur GSU. Eh bien, de la même manière, puisqu'il aura déjà fait son module urgence collective, mais qui ne sera peut-être pas en adéquation exactement avec le module 1 SSE, par l'intermédiaire de cette validation de ce quiz, il aura l'équivalence du module 1. Tout ceci est fait pour que très rapidement, il y ait une cohérence entre le module urgence collective et le module 1, de telle manière à ce qu'on n'ait pas ce passage obligatoire et cette formation un peu plénière qui est extrêmement contraignante, et que donc on ait un pool de personnel et de professionnels de santé formés à ce module 1 très rapidement. Je vous ai parlé donc des fiches techniques qui étaient donc en préparation. Je vous rappelle celles qui sont tout à fait récentes et dont il faut tenir compte. Des fiches techniques ont été élaborées il y a 1 ou 2 années sur les principes de régulation médicale en ambiance NRBCE, des fiches techniques sur détection, réception et transmission de l'alerte. L'intérêt, c'est qu'elles ont été faites à Aix et donc que c'est interopérable et interministériel. Et des fiches techniques sur l'identification clinique des toxiques avec un petit algorithme sympathique, et une fiche en particulier Hyperite, qui est la première fiche que l'on décline du préhospitalier à l'intra-hospitalier sur ce genre d'événements. De plus, un travail qui est fait au niveau du secrétariat général de la Défense nationale sur le guide PRV en ambiance NRBCE, où des médecins de SAMU seront donc invités à prendre en charge donc les victimes. Et donc l'idée, c'est de décliner donc ce PRV préhospitalier, de le décliner finalement à l'entrée des hôpitaux, puisqu'on peut très bien avoir un accueil inopiné de victimes. Donc un gros travail, mais un travail qui part donc du préhospitalier à l'intra-hospitalier et qui garde une cohérence totale. Voilà donc un document de travail de Philippe Cano pour ce qui pourrait être donc le point de rassemblement des victimes hospitaliers, avec forcément un tri, la problématique de former alors non seulement des infirmiers, mais un binôme médecin-infirmier à cet effet, une décontamination d'urgence obligatoire, voire suivie éventuellement d'une décontamination approfondie, et après, donc, selon les éléments pathologiques, le suivi. Alors, pour ce faire, on avait utilisé déjà il y a 1 an une animation donc, informatique qui permettait de réfléchir. Alors, ici, vous avez le plan de notre hôpital, mais l'idée est de le diffuser à tous les hôpitaux de France pour de telle manière avoir des plans spécifiques. De réfléchir donc avec le groupe de pilotage qui est supposé animer le référent sur les points d'entrée, le point que l'on va choisir pour le PRV, l'endroit où on peut mettre une unité de décontamination si jamais on n'a pas une unité fixe. Sur la droite, donc, on a des avatars, des logos, de telle manière à organiser ceci. On peut zoomer, on peut photographier.
on peut faire des choses d'animation qui sont, ma foi, très utiles. Et puis, plus que lire finalement des textes réglementaires qui sont de temps en temps hypnotiques, il y a donc un livre, comme c'est Noël, épique, voilà, il y a un livre qui a été écrit par un écrivain japonais sur l'événement donc qui a eu lieu donc dans le métro de Tokyo, qui implique le sarin. Donc, si vous voulez tout savoir sur le sarin, c'est une manière donc indirecte de le savoir. Puis, il y a aussi une bande dessinée en 3 tomes sur donc les risques radionucléaires et donc ce qui s'est passé à Fukushima. Donc, nous ne serons plus seuls à avoir ces tâches pédagogiques, plus que 2 diapositives. Tu m'as dit que je prenais mon temps, alors je prends mon temps. Hein. D'accord, je n'abuse pas. Donc, puisque le décret du 10 mai 2017 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, eh bien, nous avons donc, les unités de formation et de recherche de médecine ou de santé et l'école du Val-de-Grâce qui ont donc autorité pour délivrer donc ces attestations et donc former des formateurs. Et pour vous dire que nous avons beaucoup parlé de NRBC puisque cette attestation spécialisée est dédiée au risque NRBC, mais dans un futur proche, il y aura d'autres modules, un risque biologique, parce que quand même le biologique, et c'est ce qui nous occupe quand même tous les jours, ne serait-ce qu'avec la peste, MERCOPS, etc., un module donc attentat où on voit bien en sous-titre damage control, un module sur les blessés médico-psychologiques et un module un peu plus conséquent sur les intoxications, les risques NRBC qui vient compléter finalement les données plutôt techniques et gestuelles qui sont présentées lors de la formation SSE. Alors, je ne doute pas que le CESU 45 soit absolument ait toutes les clés pour motiver les participants dans ce domaine, mais qui ne sera pas non plus publié une autre photo de cet instant extrêmement convivial hier, et remerciements encore à notre CESU et à Céline pour ces bons moments. Merci Catherine. Ce que je propose, c'est qu'on aille tout de suite aux questions, puisque vous attendiez avec impatience cette présentation. Et donc, je ne doute pas d'une quantité de questions importantes à poser à Catherine. Je voudrais juste souligner que le travail présenté est le fruit d'un travail auquel a participé Véronique Brunstein, Céline, Sandra Deleuil, James, Didier Michel, et qu'on les remercie vivement d'avoir vraiment bossé beaucoup en partenariat avec Philippe Cano. Des questions? Pierre, rien? Ah, Nicolas. Oui, vous parliez de la motivation des CESU. On est tous motivés, on est tous volontaires à décliner ces formations GSU spécialisées. On avait déjà travaillé il y a quelques mois dans ma zone de défense avec l'ESR à faire des formateurs SSE, à décliner des formations GSU spécialisées. Le hic, c'est qu'on avait la motivation, mais le hic, c'est la réponse de nos établissements de santé, l'implication de nos établissements de santé. C'était marqué dans les mesures d'urgence, les formations SSE, mais nos établissements de santé, enfin en tout cas le mien, semble faire la sourde oreille sur la nécessité de poursuivre la formation aux soins situations sanitaires exceptionnelles. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est connu. Le fait justement d'avoir maintenant des référents dans tous les établissements de santé, ils vont faire partie de la direction, donc ça va aider. Et je pense que le nouveau guide plan blanc, les annexes et les éléments d'audit qui seront accolés à ces textes-là vont aller complètement dans ce sens-là pour nous aider. Oui, Éric Kial, Vendée.
Par rapport aux ESR, justement, je voulais savoir un petit peu comment se passait la revalidation. On ne te voit pas. Attends, tu nous fais coucou? Oui, je suis là. Ah, ça y est, Eric. Je suis sur l'écran. La revalidation. D'accord. Les exercices dont vous parliez qui permettent de garder la validation, effectivement, peuvent être, j'imagine, organisés localement, régionalement, mais aussi par la zone. Et donc, quels sont justement, sur le plan pratique, sachant que dans notre région, par exemple, ça fait 3-4 ans qu'il y a un exercice, enfin, c'est pas un exercice, c'est un entraînement zonal à l'école de Saumur, l'école militaire. Mais est-ce que c'est partout pareil? Est-ce qu'il y aura une accessibilité possible pour faire ces exercices que nos établissements ne feront pas probablement, sauf si le préfet le demande ou le préfet de zone, région? Alors, les exercices zonaux sont bien répertoriés obligatoires, mais qui a déjà organisé des exercices, par exemple, dans la salle là? À quelle échelle? À l'échelle locale. Pas locale ou loco-régionale, mais pas uniquement l'exercice zonal, quoi. D'accord. Donc, il y a déjà cette opportunité d'exercice zonal. Après, localement, vous savez, les exercices, vous n'êtes pas obligé de recopier l'exercice zonal avec de multiples partenaires, hein. Mais l'idée et l'esprit de cette formation SSE, c'est de faire en sorte qu'au moins chaque année, ils puissent s'habiller, revoir le matériel, la maintenance, etc. Il y a des choses de base qui sont à prévoir, quoi. Est-ce que je peux faire un petit sondage? Est-ce que parmi vous, dans vos établissements, est-ce que vous disposez de papier détecteur de forme F1, le PDF1, et est-ce que vous disposez d'un MESTA 3007, par exemple, pour la détection des particules radioactives? Alors, qui a ça? C'est-à-dire que vous mettez en œuvre des chaînes de décontamination, et vous savez que la dernière étape, c'est la détection. Est-ce que le contaminant est encore présent ou pas? Alors, qui dispose de quelque chose pour 1, 2, 3, 4, peut-être 5? Ah, quand même, il y en a quelques-uns. On est 100 CESU, vous êtes à peine 7. On est 101 et vous êtes à peine 7. Faire de la formation sans donner du sens, ça me semble être quand même compliqué. Et donc, ce que disait M. Decrouy tout à l'heure, c'est que l'implication de nos établissements, tant qu'ils ne sont pas contraints, pour reprendre les mots de M. Leclerc tout à l'heure, tant qu'on ne leur a pas mis en face du nez ce à quoi ils s'exposent ou ce à quoi ils exposent la population qu'ils sont censés traiter, je pense qu'à un moment donné, on n'arrivera pas à convaincre les agents qu'on forme que cet apprentissage-là a du sens. Ah, il y a Carole qui veut répondre. En dehors de la formation qu'on demande de faire, il y a aussi les obligations des établissements à se doter du matériel pour lesquels l'ARS donne du pognon. Je veux dire, aujourd'hui, les SAMU ont pour certains des dotations qui viennent et qui sont financées par les ARS. Donc, obligatoirement, pour les établissements qui ont des chaînes de décontamination et qui ont des décontaminations, ils ont reçu des financements au titre des SSE pour pouvoir acquérir ce genre de matériel. Voilà. Et je voudrais vous rassurer, s'il y a un événement de cette ampleur, les éléments de détection radiologique qui seront faits sur le site, donc on n'aura pas à les refaire à l'entrée, puisque ça c'est une détection immédiate et que tant qu'on n'a pas l'identification de l'agent, de toute façon après ce sera toutes les sortes d'antidotes, d'accord? Donc ça va être aussi connu. Et si c'est du chimique, certains des SAMU, on est dotés de l'AP2C, mais on ne va pas l'utiliser non plus en détection nous-mêmes à l'entrée de l'hôpital. On aura des informations qui nous viendront et on va appliquer une décontamination d'urgence systématique. Et si le détecteur, l'AP2C ou d'autres détections ont montré qu'on est plutôt vers du neurotoxique ou des vésicants, les neurotoxiques, on aura aussi des signes cliniques, pas les vésicants puisque ça va mettre 1 à 2 heures avant d'apparaître, eh bien on poursuivra par une décontamination approfondie. Et il n'y a pas de décontamination, il n'y a pas de contrôle de décontamination pour le chimique
à l'arrière de l'unité de décontamination. Donc, on n'a pas de moyen de le faire de façon efficace et en temps. Et pour le radionucléaire, où on aurait ces moyens-là, en fait, il faudrait que nos chaînes soient très étendues parce qu'on est très vite pollué par les vêtements qui sont dans les containers, etc. Donc, quand on a du matériel, c'est vrai que si on a un AP2C, c'est bien d'avoir des notions dessus. Quand on a un SAFI-dose, c'est bien aussi de savoir. Il faudra plutôt s'inquiéter pour le radionucléaire de nos dosimètres actifs qu'on doit avoir et se rapprocher des services quand même spécialisés dans nos hôpitaux. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment dans le domaine du radionucléaire. Mais on n'aura pas cette charge et cette responsabilité de prise de décision quant à la détection à l'entrée de l'établissement. Alors j'ai utilisé la détection, mais qui a des brancards de décontamination dans sa chaîne de décontamination? Les instances n'ont jamais financé aucun brancard de décontamination, par exemple. Qui en a? Allez. Les brancards de décompta. Bah, il y en a un, Pierre. Enfin, sur ce sujet, je pense qu'on peut... on va pas... ce que je vous propose, c'est plus de voir... Alors, les matériels, etc., très clairement, Pierre, je pense qu'il y a un certain nombre d'établissements qui en ont. Je pense que la question qui est posée, c'est comment faire pour contraindre les établissements de santé d'envoyer les personnels en formation... et que les situations exceptionnelles, considérées comme le désert des Tartares, soient des situations qui soient traitées et qui fassent partie des objectifs de formation comme les situations, comme devraient l'être d'ailleurs les situations d'urgence. Et que c'est un vrai défi parce que nos établissements de santé ont des contraintes qui sont des contraintes quotidiennes et qu'on est, nous, en train de leur dire qu'il faut en plus qu'ils se préparent à des contraintes exceptionnelles qui sont très loin de leurs préoccupations, jusqu'au jour où il y a un attentat, jusqu'au jour où on se dit qu'il faut le faire, et on est à chaque fois en action-réaction par rapport à ça. Ce qui nous importe, et on va vraiment prendre 2 minutes et après on arrête, par rapport au schéma, moi j'ai une question, je vais te poser la question, c'est par rapport au schéma qui vous a été, même si Catherine nous l'a redétaillé après brillamment, en ce vendredi matin post-soirée d'hier, est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtent? Est-ce que ça vous paraît... Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au schéma de formation avec tout ce que ça comporte, avec l'idée qu'on est vraiment, pour ceux qui étaient en plénière avec Dieudonné Leclerc, on est dans l'exécution et qu'il va falloir oser aller de l'autre côté, enfin oser faire, oser appliquer à un moment ce qu'on a appris et oser se former. Est-ce que ce qui est proposé vous pose question? Est-ce que, voilà, enfin, c'est sur le plan pédagogique, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est-à-dire, en fait, d'amener la cohérence entre les modules urgence collective et le module 1 SSE actuel. J'aurais une petite question. Oui. Au niveau donc, de l'aviation niveau 2, on a le 3e jour après-midi un module d'apport sur les plans de secours. Est-il prévu au cours de ce module de valider le SSEM1 et est-ce que les formateurs GSU, avec un complément de formation, pourront le valider sans être formateurs SSE? Oui, c'était l'objet des 2 belles diapos qu'on vous mettra sur le site, mais c'est l'idée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu dans le même esprit. Les anciens formateurs NRBC, est-ce qu'ils auront pour les anciens formateurs NRBC, est-ce qu'il y a des ponts prévus? Est-ce que à travers des quiz ou des tests dont vous nous avez parlé, on pourra redevenir formateur SSE? Yes. Carole, puis... Alors, si vous avez déjà le micro, vous et Carole. Oui, dans ce que vous proposez, enfin, de ce qui va être proposé en plus, est-ce que vous avez une notion du nombre d'heures de formation? Parce que les établissements n'envoient pas du monde, mais si on rajoute des heures, ça va être compliqué. Et est-ce qu'on va cibler les mêmes publics? Alors, cibler les mêmes publics, non. Puisque, par exemple, pour le module 3 de la formation, typiquement...
C'est typiquement les professionnels, pas forcément que de santé du reste, qui vont activer une unité de décontamination. Mais l'idée quand même du ministère, c'est de remettre une emphase sur tout ce qui est biologique. Donc ce sera vraisemblablement pas des modules à valider tous en même temps, mais des modules en puzzle en fonction des besoins et des publics cibles. Mais pour l'instant, il n'y a pas de format défini, il n'y a pas d'horaire. C'est une première proposition tout à fait récente. Catherine, alors j'ai cru comprendre que les titulaires de la FGSU2 seraient susceptibles, avec une formation de une journée, voire deux, de pouvoir enseigner à leur tour un niveau, enfin ce qu'on appelait avant le SSE niveau 1, c'est ça? Non, ils auront l'équivalence du module SSE 1, enfin du module 1 de SSE, pardon, puisque pour être formateur SSE, il faut déjà avoir fait une formation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ils vont avoir l'équivalence. Et c'était simplement pour dire que quelqu'un qui est titulaire du GSU2 ou même qui n'est pas titulaire du GSU2 pourra accéder à la formation de formateur SSE aussi, puisque ça peut être des agents qui sont, c'est les textes de la note de cadrage. Donc les gens, enfin, en gros, les gens qui ont quand même peu d'habitude de l'enseignement, on va leur demander de réaliser un enseignement qui pour difficile, nous, et on le sait, et dans la représentation des gens difficiles enfin, donc c'est finalement les gens les moins formés qui vont faire cette formation qui est de toute façon difficile. Alors, on a été obligé de tenir compte de ce public-là dans le conducteur, puisque la deuxième journée qui est dédiée aux futurs formateurs SSE, vous avez vu qu'elle est dédiée uniquement à une sorte d'appropriation de techniques pédagogiques. En une journée? C'est pour ça quand même que ça ne veut pas dire que les formateurs GSU ne vont pas être formateurs SSE, mais si on lit bien la note de cadrage avec ce public, il y a cette ouverture. Donc on est obligé d'en tenir compte. Il faut que ce soit avec l'aval du CESU. Oui. Soit validé par le CESU. Oui. Et puis il y aura un aval du CESU qui est remis de façon très prégnante dans les processus de validation. Hein. Je répondrai quand même sur ce sujet qu'on voit d'où on part et où on commence à arriver. Je vous rappelle juste que pour certains d'entre vous, il y avait, je vais prendre un terme poli, des dissensus entre des formateurs, entre guillemets, d'établissements de santé de référence qui, sans bagage pédagogique du tout, enseignaient, en l'occurrence, les SSE. Et qu'il a fallu, en gros, là, il s'agit d'un compromis, et je vais le dire comme ça, parce que je vais le dire comme ça, il s'agit d'un compromis pour que les établissements de santé de référence ne se sentent pas, entre guillemets, dépossédés de ce qu'ils faisaient, et que nous, de l'autre côté, on arrive tels des sioux et des fourmis en disant « pousse, il faut quand même un minimum de bagage pédagogique ». Et d'ailleurs, maintenant, ce sont les CESU, contrairement à ce qui était le cas avant, ce sont les CESU qui ont cette responsabilité pédagogique alors que nous ne l'avions pas. Donc, que l'on puisse se poser cette question, et elle est légitime. Attendez, là, c'est déjà compliqué de former les gens à l'urgence. On a passé toute une matinée sur le sujet. Et là, on a en plus, dans le cas des facteurs humains, des situations sanitaires exceptionnelles. Alors là, du coup, même nous, ça nous pose question quand même sur nos capacités décisionnelles et d'action. Donc, évidemment, la question est pertinente. Et donc, je crois qu'il faut dire très honnêtement et très franchement qu'il s'agit là d'un compromis qui n'est sans doute pas complètement satisfaisant pédagogiquement parlant, mais que ça nous permet d'entrer dans un système qui parfois nous était complètement parallèle et dans lequel, jusqu'à ce qu'il y ait ce travail de rapprochement qui a été long et compliqué, jusqu'à ce qu'il y ait une réelle reconnaissance de nos valeurs pédagogiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément reconnues par nos collègues. Oui, c'est un gros pas en avant, malgré tout. Cours particulier à la fin. Non, mais sur le site, faire réfléchir d'un côté, oui. Faire apprendre de l'autre. Oui, mais c'était l'idée. C'était l'idée. Voilà. On enlèvera ça, maintenant que tout le monde a compris ce qu'on veut. Alors, je vous propose de clore les questions.
on pourra poser des questions après, au moment du cocktail.